Donc je me présente, donc moi c'est Pauline Léonard, donc je suis ergothérapeute, donc au CRTLA, donc le centre, référent des troubles du langage et des apprentissages et aussi du coup en libéral. Donc je vais vous présenter aujourd'hui le trouble développemental de la coordination, dit TDC. Alors, donc je vous ai fait un petit plan, mais bon, ma collègue a un petit peu résumé tout à l'heure. Donc, on va commencer déjà par définir un petit peu ce qu'est le TDC et du coup vous indiquer un petit peu les signes d'appel, comme ça pour repérer plus aisément aussi bien que ce soit à la maison ou à l'école. Ensuite, je vais vous expliquer un petit peu donc au niveau du diagnostic, quels sont les critères diagnostiques, sur quelles évaluations on s'appuie et ensuite du coup les orientations qui, voilà, peuvent en découler. Je vous parle un petit peu de rééducation, donc réadaptation, c'est plus sur les préconisations, les adaptations possibles ensuite et j'ai fait aussi une petite diapo pour parler, que, voilà, à l'âge adulte, ça se poursuit puisque les troubles, du coup, ne disparaissent pas, même si ça peut s'atténuer et ensuite je vous mets, du coup, quelques ressources et on finit par un témoignage et enfin les questions. Alors donc le TDC, qu'est-ce que c'est? Donc déjà le TDC fait partie de la grande famille, des troubles neurodéveloppementaux. Donc comme je disais un petit peu, tout à l'heure, déjà un trouble, c'est forcément durable, donc c'est chronique. Neuro, c'est-à-dire que ça fait référence au cerveau et développemental, c'est une façon dont le cerveau s'est développé et organisé. Donc un trouble neurodéveloppemental, c'est juste que le cerveau s'est développé, on va dire, différemment. Donc c'est vraiment la faute de personne, ni des parents, ni de l'enfant, c'est le développement du cerveau, qui s'est fait autrement. Donc là, je vous ai mis très rapidement du coup, que dans la famille des TND, en fait, on a déjà plusieurs troubles. Certains ont déjà été en plus expliqués par, mes collègues, enfin précédemment. D'ailleurs, vous pouvez, voir en replay, si vous êtes intéressés du coup leurs explications. Et donc voilà, donc il y avait le TDAH qui a été fait, le TSA, le TDI, les troubles de la communication et du langage oral et les troubles des apprentissages versant lecture, orthographe, calcul. Et aujourd'hui, on va s'intéresser du coup sur les troubles moteurs de la coordination. Donc quelques chiffres pour vous dire que c'est quand même, quelque chose qui reste commun, même si on n'en parle pas beaucoup. Ça représente quand même 5 à 7 des enfants de 5 à 11 ans en moyenne. C'est assez prédominant chez les garçons et du coup, ça représente à peu près un élève par classe. Donc c'est quand même assez, enfin voilà, présent même si, c'est pas le trouble dont on entend le plus parler. Alors donc, le TDC, en fait, il est connu surtout sous le nom de dyspraxie. Donc c'est le terme qui, voilà, donc généralement on l'indique encore. Donc c'est un terme dont vous avez peut-être plus entendu parler parce qu'on a parlé beaucoup des troubles dys et donc la dyspraxie a été ensuite renommée, comme étant un trouble de l'acquisition de la coordination et depuis, 2015, il a été nommé trouble développemental de la coordination, donc le TDC et inscrit du coup dans le DSM qui est notre, enfin qui est le manuel diagnostique et statistique. Alors le TDC, en fait, c'est une perturbation de la capacité à planifier, exécuter, coordonner certains gestes et activités volontaires. Donc c'est-à-dire que c'est des activités qui sont dirigées vers un but et ces, gestes et activités, on appelle ça les praxies. C'est pour ça que de base, on parlait de dyspraxie. En soi, ça signifie que, chez, les enfants, qui ont, du coup un TDC, l'automatisation des tâches motrices est quasiment inexistante. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas automatisé, du coup, les gestes qui, normalement, sont censés se faire d'eux-mêmes. Ça se caractérise, du coup, souvent par des difficultés d'apprentissage de la motricité globale et fine et on observe souvent des enfants, qui sont un peu, maladroits, qui ont des gestes qui sont imprécis, qui peuvent être lents, ou des gestes un peu laborieux, quoi. Donc là, je vous ai mis donc vraiment sur, 2, on va dire, tableaux distincts, les signes d'appel qu'on peut observer, donc au quotidien. Donc
À la maison, par exemple, bon après à l'école aussi, hein, on peut l'observer, ça peut être des enfants qui vont, plus souvent peut-être tomber ou se cogner. C'est ça qu'on parle de maladresse. Ils peuvent faire renverser ou faire tomber, des objets. C'est des enfants qui peuvent dire aussi qu'ils aiment pas dessiner ou pas colorier, qui aiment pas forcément les jeux de construction ou les activités manuelles et qui peuvent aussi avoir du mal à faire leurs lacets, à mettre les petits boutons, les fermetures éclairs. Qui peuvent avoir des difficultés aussi à l'habillage. Ils peuvent mettre, leurs habits à l'envers, ils peuvent avoir du mal à manipuler aussi, les couverts, ou leur brosse à dents, même brosse à cheveux, enfin voilà, tout ce qui est manipulation d'outils. Ils peuvent avoir aussi du mal à faire du vélo, à nager et ils ont du mal aussi souvent à s'organiser. Gérer le temps, les tâches, quand elles sont multiples, voilà, c'est des choses qui sont pas simples. Et à l'école, on va plus observer des difficultés graphiques ou d'écriture. Dans ces cas-là, en fait, on peut parler de dysgraphie, donc soit qualitative quand c'est la qualité de l'écriture qui est impactée, donc il y a un enfant qui manque de lisibilité, soit, par exemple de dysgraphie quantitative quand c'est la vitesse, donc c'est-à-dire qu'ils sont plus lents que la moyenne, et dans ces cas-là, ça peut être une dysgraphie ou pas forcément, hein, ça peut être 2 difficultés. Ça peut être aussi des difficultés dans la manipulation des outils scolaires, par exemple la colle, les ciseaux, la règle, le taille-crayon, le compas. Voilà, souvent, c'est des enfants qui sont, voilà, un peu maladroits, donc la gestuelle est vraiment pas simple, donc forcément, les outils scolaires sont pas faciles à manipuler. Ils peuvent manquer aussi de soins. Ça peut être difficile aussi de poser des calculs. La géométrie n'est pas simple, aussi en lien avec la manipulation des outils, mais aussi en lien avec les repérages spatiaux. Donc ça peut être donc là en géométrie, mais aussi, sur une carte de géographie par exemple, ou s'ils ont des tableaux à double entrée et dans ces cas-là, on peut parler de dyspraxie visio-spatiale. Il peut y avoir aussi des difficultés d'orientation spatio-temporelle, des difficultés dans la gestion de leurs affaires. Donc souvent, c'est des enfants qui vont perdre ou oublier pas mal de choses, du mal à voilà, organiser leur cahier, leur cartable, organiser leur temps, qui peuvent être aussi maladroits en sport. Donc, ils peuvent avoir du mal à manipuler une balle, un ballon, donc la raquette. Dribbler, ça peut être compliqué. Gérer l'espace, en fait, sur un terrain aussi. Et donc, globalement, c'est des enfants qui sont souvent lents. Donc là, ça va être une grosse diapo donc, où je reprends les critères diagnostiques et qui sont écrits hein, dans le DSM-5, du coup, à gauche. Et je vous mets en lien, du coup, les évaluations qui servent à chaque fois en fonction de chaque critère. Donc, tout d'abord, voilà, il faut que, l'exécution, en fait, des gestes, de la coordination, si cette exécution, elle est nettement inférieure, au niveau escompté par rapport à son âge, à ce moment-là, du coup, on peut considérer qu'effectivement, il y a un risque de TDC. Ça peut être des difficultés, comme on disait tout à l'heure, qui peuvent se traduire par maladresse, lenteur, imprécision et nous, on va plutôt l'évaluer avec, une évaluation motrice standardisée et souvent, on utilise du coup, le MABC qui est une batterie d'évaluation du mouvement chez l'enfant. Donc on utilisait jusqu'à présent le 2 et le 3 est sorti, donc la dernière édition, en novembre 2025 et étalonné un peu plus large. Le 2 allait de 3 à, 16 ans et 11 mois. Là, ça va jusqu'à 25 ans et 11 mois. Ensuite, autre critère à prendre en compte, c'est que, ça doit être significatif. Il faut qu'il y ait un impact qui soit important au niveau du quotidien. Donc ça peut être, du coup, on a dit, hein, au niveau de la vie quotidienne à la maison, hein, donc tout ce qui est habillage, tout ce qui est, du coup aussi, hem, manipulation des outils, à la maison. Mais ça peut être aussi au niveau scolaire, comme on en a parlé également. Au niveau, scolaire et professionnel, vu que, du coup, ça peut aussi être à l'âge adulte et aussi dans les loisirs et donc à ce moment-là, nous, on va plutôt procéder à une anamnèse et il y a des questionnaires qui existent. Donc nous, on a nos propres questionnaires, mais il y a aussi le questionnaire qui s'appelle le QTAC, qui est le questionnaire sur le trouble de l'acquisition de la coordination. Donc
c'est l'ancien terme, hein, mais c'est la même chose et donc il y a 2 types de questionnaires. Il y en a un qui est de 5 à 15 ans et un de 3 à 4 et ça permet en fait, de déterminer un petit peu à partir de ce questionnaire-là, donc c'est les parents qui le remplissent, si du coup il y a un risque de TDC ou non. Donc on a possibilité de dire: «Est-ce qu'il y a un soupçon? Est-ce que c'est probable qu'il y en ait pas? Ou est-ce que ça indique un TDC?» Après, ce n'est pas suffisant, hein. Il y a vraiment tous ces critères-là à prendre en compte. Donc l'évaluation que nous, on fait lors du bilan, les questionnaires, par rapport aux parents pour qu'on sache, du coup, les impacts au quotidien et ensuite, on va aussi savoir enfin, du coup, il faut savoir que le ça arrive pendant la période développementale, donc il faut que ce soit précoce et donc c'est pour ça que nous, on va aussi s'intéresser à l'histoire développementale. Donc voir, du coup, au niveau du développement sensorimoteur, si les étapes ont bien été atteintes à l'âge prévu ou en tout cas ont été atteintes. Et du coup, si c'est pas le cas, ça peut aussi poser question. C'est pour ça que souvent on va demander, si, votre enfant a bien rampé quand il était petit, s'il est bien passé par le 4 pattes, à quel âge il a marché. Voilà, c'est des questions souvent qu'on va poser. Et enfin, voilà, il faut pas que ces déficiences, liées aux compétences motrices soient mieux expliquées par autre chose. Par exemple, il faut pas que ce soit expliqué par une déficience intellectuelle. À ce moment-là, du coup, ce que je remets sur le côté dans les évaluations, il est possible qu'on puisse demander un test de QI standardisé, s'il y a un doute. Il ne faut pas que ça soit mieux expliqué non plus par une déficience visuelle. Donc il faut bien s'assurer que la vision a été évaluée en amont, mais au même titre que, voilà, souvent on demande à ce que, vision et oreille soient bien à jour. Et faut pas non plus qu'il y ait d'affection neurologique motrice. Donc s'il y a eu un AVC, une paralysie, cérébrale, une maladie dégénérative ou autre, c'est pareil, ça sera, voilà, on pourra pas parler d'un trouble neurodéveloppemental à ce moment-là et il est possible de procéder donc dans ces cas-là à un examen neurologique, à une imagerie s'il y a un doute. Voilà en tout cas pour les critères diagnostiques. Je vous ai quand même mis une petite diapo sur pourquoi rééduquer. Donc, il est quand même important de rééduquer précocement parce que ça peut permettre de limiter les impacts au quotidien. On a dit que les impacts étaient importants. Donc, il peut y avoir des impacts occupationnels, notamment au niveau des apprentissages. Et c'est vrai que, quand les enfants, du coup, ont du mal, voilà, ont des difficultés au niveau de l'école, bah, ça peut créer effectivement, enfin là, on parle vraiment d'un impact important, hein, ça peut créer des décrochages scolaires, voire des phobies. Ça peut aussi avoir un impact, enfin des impacts sociaux. Donc ça peut être des enfants qui sont un peu plus isolés, qui sont repliés sur eux-mêmes parce que souvent, par exemple, dans la récréation, bah, ils sont pas très inclus dans les jeux collectifs parce que vu qu'ils sont maladroits, bah, souvent, les enfants savent parfois, ils vont pas forcément vouloir jouer avec eux et aussi des impacts psychiques parce que, ben, comme beaucoup de troubles, ça peut créer du coup une faible estime de soi-même, de l'anxiété, voire de la dépression, de l'agressivité et de l'opposition en fonction de comment on peut réagir, voilà, avec nos propres émotions. Je vous ai mis quand même cette image que je trouve intéressante, hem, parce qu'on a tous du coup un réservoir attentionnel, mais c'est vrai que quand on a un développement, du coup typique, on a un réservoir attentionnel qui est assez important et quand on va faire un geste, on va utiliser qu'une petite partie. Donc là qui est indiquée en bleu, l'attention requise par le geste, elle est minime. Ce qui fait que sur le restant de ma journée, je vais avoir une attention disponible pour jouer, réfléchir, répondre aux questions de la maîtresse qui, reste assez importante. Alors que chez un enfant qui est dyspraxique, vu que l'attention requise pour certains gestes peut être très importante, eh ben, il reste plus beaucoup de ressources attentionnelles pour tout le reste. Donc écouter, c'est plus dur, réfléchir, c'est plus dur. Voilà, donc c'est pour ça que, voilà, c'est quand même important de le notifier et c'est pour ça que c'est aussi important de mettre en place du coup des adaptations pour que ces enfants-là aient quand même les ressources nécessaires, pour apprendre en fait comme les autres. Alors donc, vers qui s'orienter? Donc les professionnels, qui vont surtout enfin évaluer, du coup le TDC, ça va être donc l'ergothérapeute qui, lui va évaluer les fonctions sensorimotrices,
donc les pratiques, on avait dit tout ce qui est gestuel, la motricité fine, l'écriture ou le graphisme, la manipulation des outils scolaires, tout ce qui est, capacité visio-constructive ou visio-spatiale, comme on parlait tout à l'heure sur les prises de repères, et mesurer l'autonomie dans les activités de vie quotidienne, scolaires ou professionnelles, du coup, si ce sont des adultes. Et il y a également le psychomotricien qui va évaluer, du coup, le schéma corporel, la motricité globale et fine, la régulation posturale, le contrôle tonique et la structuration spatio-temporelle. Voilà, donc je me suis issue, hein, voilà, j'ai mis mes sources en bas, qui ont du coup très bien expliqué et qui aussi, peuvent orienter vers d'autres professionnels en complément. Mais en tout cas, le TDC de base sera évalué du coup par ces 2 professions-là. Sachant que, nous, ergothérapeutes et psychomotes, on ne pourra pas poser de diagnostic, donc on va faire les évaluations qui vont permettre de poser une hypothèse diagnostique, mais si vous voulez poser le diagnostic de TDC, il faudra quand même aller voir un médecin qui valide ensuite. Donc je vous ai mis une petite diaporama aussi pour savoir où est-ce qu'on peut trouver, du coup ces professionnels. Donc on peut déjà les trouver en libéral. On peut aussi les trouver en structure. Donc, il y a par exemple le CAMS, le Centre d'action médico-sociale précoce. Donc là, c'est plutôt pour les jeunes enfants, entre 0 et 6 ans. Il y a aussi les CESAD, donc les services d'éducation spécialisés et de soins à domicile. Donc là, un peu plus élargi, hein, de 0 à 20 ans. Et c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir des places en structure, je pense que certains le savent et c'est aussi pour ça que, il y a un relais en libéral qui est possible. Et il faut savoir que malheureusement, nous sommes des professions qui ne sont pour l'instant pas remboursées, par la sécurité sociale, mais qu'il est aussi possible de placer par des, plateformes de coordination, qui vont s'occuper du coup, d'ailleurs, de faire le lien, d'orienter vers les professionnels indiqués et du coup de prendre en charge, certains bilans ou même certains accompagnements. Donc il y a la PCO, donc la plateforme de coordination et d'orientation, donc pour des enfants à suspicion de TND de moins de 12 ans. Et il y a aussi du coup l'association Pluradis pour des enfants à suspicion ou présentant des TND de moins de 20 ans. Et du coup, je vous ai aussi marqué donc, notre centre expert, donc le CRTLA, qui peut aussi du coup, évaluer du coup certains TND et sachant que nous au CRTLA, voilà, on est vraiment une équipe, pluridisciplinaire, ce qui va nous permettre d'être, voilà, experts dans notre pose de diagnostic et voilà, on est composé, de 2 orthophonistes, 2 neuropsychologues, donc une ergothérapeute, moi-même, une assistante sociale, une infirmière de coordination, une pédiatre coordinatrice et une secrétaire. Donc voilà, une petite équipe et je vais vous mettre la diapo d'après qui vous résume un petit peu comment, enfin arriver jusqu'à «nous» entre guillemets. Parce que du coup, il y a plusieurs niveaux. Donc le niveau 1, c'est voilà le professionnel, paramédical, le rééducateur avec, du coup un médecin. Donc là, c'est quand la symptologie est plutôt simple. Si par exemple, vous avez juste une suspicion de TDC, on est plutôt du coup, sur, voilà, une situation dite simple. Si par contre, là, il y a une difficulté de diagnostic, on va passer sur une situation plus complexe et sur un niveau 2, donc notamment les structures dont on a parlé tout à l'heure et les plateformes de coordination. Et si on est sur une situation très complexe, donc là sur du niveau 3, là alors ce sera du coup le possibilité de faire appel au CRTLA. Et là du coup, on est vraiment du coup sur des, diagnostics assez, multiples. Alors, je vous ai mis aussi quelques exemples de rééducation, car on m'a un peu posé la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire, donc c'est non exhaustif. Et donc là, j'ai mis principalement ce qu'on faisait, surtout quand il y a des difficultés d'écriture. Mais du coup, je vous ai mis aussi en bas par rapport à la motricité et au visio-spatial. Mais du coup, c'est vrai qu'on peut développer les mouvements fins de scription. Pour commencer, parce que c'est souvent en fait ça qu'on peut observer, hein, des enfants qui vont manquer un petit peu de dynamique au niveau des doigts. On peut aussi du coup à ce moment-là décomposer certains mouvements. Donc la coordination segmentaire, c'est vraiment, en fait quand il y a des enfants qui dissocient, pas très bien, les doigts, le poignet, et qui vont beaucoup écrire avec soit le poignet, soit le bras. Voilà, on parle de coordination segmentaire. On peut aussi décomposer, le montage de l'écriture.
En fait, on va vraiment tout décomposer parce que c'est des enfants, comme on a dit, qui automatisent pas. Donc on va décomposer la gestuelle pour que ce soit mieux compris et c'est possible aussi alors pas de décomposer le prise du scripteur, mais enfin, c'est possible aussi de travailler la prise du scripteur. Sachant que, selon l'âge de l'enfant et à quel point la prise est automatisée, ça sera pas forcément possible de changer la prise en systématique, attention. Et ensuite, c'est possible d'adapter du coup les supports d'écriture, donc vous avez des lignages spécifiques. C'est aussi possible d'adapter les outils scripteurs, donc il peut y avoir des guides doigts ou même, d'autres, éléments, hein. Ça peut être, même le stylo qui est différent, hein, parce qu'il y a la forme, la taille, le poids, hein, qui peuvent jouer. Et aussi au niveau des outils scolaires. Donc, vous avez par exemple des tailles-crayons spéciaux, Grip, c'est-à-dire un peu antidérapants, des compas stop system que vous connaissez peut-être, qui se bloquent en fait pour que, les enfants quand, ils ont des prises, on va dire pluridigitales au lieu d'avoir une prise plus dynamique, à ce moment-là, ça évite, que le compas se replie. Et des équerres aussi avec le zéro dans l'angle. Comme ça, au lieu qu'ils partent de l'angle et qu'ils se disent: «OK, bah, là, du coup, je vais jusqu'à là, paf, ça me fait 6 centimètres», bah, non, on serait pas juste si le zéro serait pas au bon endroit. Et après, on peut tester nous aussi pardon, des stratégies de repérage au niveau spatial, et puis développer la coordination visio-motrice, donc c'est œil-main, la motricité fine, l'équilibre, en faisant des activités la plupart du temps ludiques qui plaisent pas mal aux enfants ou des parcours sensorimoteurs. Je vous ai mis ensuite du coup quelques préconisations. Pareil, c'est non exhaustif, hein, on peut y avoir plus en fonction de ce qui est nécessaire. Donc je vous ai mis déjà ce qui était important, c'est de bien manipuler, de faire des activités fines, manuelles ou graphiques. Faut que ça reste assez, ludique et plaisant. Si c'est une tâche, qu'il a pas envie de faire, ça sera compliqué, il aura, pas envie. Il faut aussi veiller à une bonne installation, lors de l'écriture. Alors, je le mets vraiment entre guillemets parce que, voilà, c'est une bonne installation, c'est vraiment avoir, les pieds au sol, être bien droit, pas avachi. Voilà, il y a des éléments quand même à prendre en compte. Limiter les quantités d'écrits et d'exercices ou en tout cas les adapter aux besoins de l'enfant. Pour que si jamais, par exemple, bah, il y a une dysgraphie, qu'il soit pareil en capacité d'écouter et pas de dépenser toute son énergie, hein, de son réservoir attentionnel, là, enfin, dans l'écriture. Ça serait dommage, alors qu'il pourrait, l'utiliser pour apprendre. On peut recourir aussi à la dictée par l'adulte ou utiliser des petites lettres magnétiques ou de Scrabble pour faire des petites, justement, des dictées sur l'orthographe. On peut aussi utiliser les outils scolaires adaptés ou spécifiques dont on a parlé avant. Il est aussi possible d'utiliser l'outil informatique. Donc souvent, on va suggérer de faire un apprentissage avec un ergothérapeute, sauf si vraiment l'outil est déjà bien géré. Mais bon, il y a une gestion aussi, sur tout ce qui est, organisation, hein, parce que si les cours sont rangés n'importe où, on les retrouve pas et ça n'est pas aidant. Proposer aussi des supports écrits, aérés, et ou agrandis. Préconiser des consignes courtes et simplifiées, ça reste important. Faire construire par exemple des fiches mémoire avec la décomposition des étapes. Comme on disait tout à l'heure, on décompose vraiment parce que c'est pas automatisé. Proposer des aides méthodologiques, donc en reprenant ces étapes-là, mais avec par exemple une checklist. Privilégier l'apprentissage par le mode oral, voilà, s'il y a pas de troubles de langage associés et ne pas pénaliser les erreurs, orthographe, grammaire et le soin dans les travaux écrits et cetera. Donc là, c'est ma petite diapo vers l'âge adulte. Donc c'est pour dire qu'à l'âge adulte, il y a des difficultés qui peuvent persister et on peut retrouver effectivement des difficultés, dans l'apprentissage de nouvelles tâches motrices, la conduite aussi. Donc peut y avoir maintenant, d'ailleurs des auto-écoles qui font des adaptations où il y a un tiers-temps, voilà pareil, des éléments un peu plus simplifiés. Des difficultés pour la manipulation, d'outils, spécifiques ou non, et puis la gestion des tâches multiples. C'est pour ça que du coup, il est important de bien décomposer les tâches lorsqu'elles sont nouvelles. Et même si heureusement, quand on est adulte, c'est plus facile pour nous de compenser. Et si ça reste coûteux, il est aussi possible de demander une RQTH, donc une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et du coup de bénéficier ensuite d'adaptation de poste de travail. Voilà, à savoir que les ergothérapeutes peuvent faire, du coup, enfin se déplacer du coup sur le milieu de travail et faire des préconisations d'adaptation de poste.
Donc voilà, donc là, je vous ai mis quelques ressources vraiment très succinctes aussi. Donc pour avoir, quelques, voilà, conseils adaptation, vous avez le Cartable Fantastique qui peut, vous permettre d'avoir des onglets spécifiques pour chaque matière sur, Word ou sur LibreOffice. Vous avez aussi possibilité d'adapter certains documents pour les élèves 10 avec le site de l'ASH, 42. Et je vous ai mis du coup aussi les collections, «100 idées pour aider un enfant», donc vous avez pour les élèves dyspraxiques ou les enfants dyspraxiques qui sont aussi pas mal. Alors voilà, donc j'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et maintenant, on va pouvoir passer à un court témoignage du coup, heu, que je sais pas, ma collègue l'a expliqué tout à l'heure, donc voilà, d'une maman d'une petite Sophie, qui a un TDC et je vais, laisser Sonia mettre, l'audio. Donc c'est un témoignage qui a été enregistré. Bonjour, je vous laisse du coup vous présenter. Bonjour, je suis une maman d'une jeune fille de bientôt 9 ans qui suit actuellement des séances d'ergothérapie depuis 3 ans maintenant. OK. Est-ce que vous vous rappelez du coup quels ont été les premiers signes qui ont été, repérés, notamment en lien avec le trouble développemental de la coordination? On a eu plusieurs alertes, notamment en moyenne section, on avait surtout le trouble de l'attention, des difficultés de concentration, des difficultés aussi d'acquisition de connaissances, par exemple les couleurs ou les chiffres, elle avait du mal à les reconnaître. Et puis en grande section, on a eu surtout ben, le coloriage en fait, où elle a dépassé encore beaucoup des lignes. Il commence aussi les tracés et découpages, vous voyez que c'était pas du tout fluide. On avait aussi, bah, les lettres et les chiffres qui sont appris, qui sont inversés, c'est dit normalement en miroir. Donc les 3 par exemple étaient totalement dans le sens inverse, pareil pour les 5. Et elle avait quelques problèmes au niveau du dénombrement. Donc en fait, quand elle comptait trop vite, elle en sautait ou elle en rajoutait, elle en retirait. Et donc ça fait, ouais, autour de l'âge 4-5 ans, entre moyenne et grande section. OK. Et donc qui avait repéré ces premiers signes? Surtout la maîtresse, et puis Sophie était suivie également par une, psychologue. Donc du coup, on en a parlé aussi avec la psychologue qui nous a un petit peu alertés par rapport à ça. D'accord, et à la suite de ça, vous avez été orienté vers qui et quel a été votre parcours diagnostique? Donc c'est la psychologue qui a vraiment enclenché, le parcours. Donc elle a fait une, web-psy. Après elle nous a orientés vers la PCO pour, essayer de rapatrier, un maximum d'informations en fonction de différentes, bon, métiers pluridisciplinaires. On a pris un rendez-vous chez l'orthophoniste aussi sur conseil de la psychologue. L'orthophoniste nous a envoyé voir un ORL pour checker les oreilles de Sophie, pour être sûr que ça impacte pas trop. On a vu aussi l'ophtalmo dans la continuité au niveau de de l'école qui avait vu qu'elle avait des difficultés au niveau visuel. Donc du coup, on est allé voir l'ophtalmo, on en a parlé, qui nous a envoyé du coup vers voir un orthoptiste pour, pareil, checker qu'au niveau visuel, on n'avait pas de pathologie. Et puis suite à ça, avec la PCO, on a vu un neuropsy et puis ils nous ont redirigés du coup vers, l'ergothérapie. OK, super. Et donc depuis, vous disiez que vous avez fait, donc un accompagnement en ergothérapie et du coup, pour vous, quel apport vous avez, retrouvé, depuis? Je trouve qu'elle a beaucoup, évolué au niveau écriture, donc au niveau des tracés, au niveau de la précision, au niveau de la coordination entre la main et le stylo. On a aussi, pas de la coordination que je m'en étais pas spécialement aperçue, au quotidien, mais qui est ressortie effectivement suite au bilan avec l'ergothérapeute. Et donc, tout ce qui est corde à sauter, balançoire, jeu de balle, lancer et cetera, on a vraiment une grosse amélioration par rapport à ça. Et puis l'ergothérapeute a aussi beaucoup aidé avec, la concentration. On a essayé de trouver des petites astuces, des petits moyens, une petite balle à malaxer ou ce genre de choses, pour essayer de l'aider à se concentrer en classe et qu'elle soit un peu moins dispersée. OK, bon, bah, c'est super. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à nous faire part ou en tout cas merci beaucoup, pour ce témoignage. Bah, écoutez, là, j'ai rien de plus à vous rajouter. Merci à vous. Super, merci, au Au revoir. revoir. Hop.
Voilà, je vais reprendre et je vais rallumer ma caméra. Ouais, hop. Et ben, écoutez, on arrive à la fin du témoignage et des explications, en tout cas sur le TDC. Je vais répondre. J'ai vu qu'il y avait Oui, une question. je te la pose alors en rapport avec la diapositive là, pour les adultes. Il y a une question justement sur est-ce que c'est au salarié ou à l'employeur de demander les adaptations auprès de thérapeute. Alors, je pense que c'est possible en soit que ce soit, les 2. En tout cas, moi, j'ai déjà eu, du coup, le salarié qui demande à faire un bilan ergo, du coup, bon, c'était plus dans le cadre du libéral, hein, du coup, hein, mais qui demande de faire un bilan ergo, donc pour avoir des adaptations spécifiques et ensuite, du coup, les remettre à leur employeur pour qu'il fasse adaptation de poste. Mais, il y a aussi d'autres structures qui existent et qui peuvent intervenir directement sur le lieu de travail. Et à ce moment-là, par contre, il faut que vous soyez d'accord parce que enfin, ce sera forcément, du coup, enfin, il faut l'accord aussi, de votre employeur parce que, ça va être une visite sur votre milieu de travail. Donc moi, jusqu'à présent, c'est vraiment plus le salarié, c'est la personne qui vient demander à avoir des adaptations. Mais après, il est possible aussi que ce soit l'employeur qui demande, par exemple, si c'est, d'autres, voilà, spécificités et qu'il y a besoin d'adaptation. Je pense que les 2 sont envisageables. Pas d'autres questions. N'hésitez pas, hein, parce que c'est le moment, c'est l'instant. Après, ce sera terminé. Est-ce que toi, Pauline, tu as des choses à rajouter sur des questions qu'on aurait pu te poser dans d'autres circonstances ou... Mmh. Alors là, moi, je vous avoue, je vous ai mis tout ce qui me venait, on va dire, à l'esprit. C'était surtout les signaux d'appel qui sont importants, je trouve, à repérer. Parce que là, je sais pas de quel public j'ai vraiment en face, mais s'il y a des enseignants ou autres, c'est aussi Quelles intéressant. sont les... Tiens, ça y est, il y en a une qui arrive. Quelles sont les structures à solliciter pour évaluer le poste de travail? Alors ça, c'était donc moi, j'en ai entendu parler parce que j'étais sur un ancien poste avant avec des adultes et pour moi, donc ça s'appelle aussi les PASS, vous avez dû entendre parler. Et donc, du coup, c'est, on va dire une structure qui, possède, encore d'autres professionnels, type il doit y avoir un ergo, un neuropsy, un psychologue et du coup, vous pouvez effectivement faire appel à ces structures-là et ils s'occupent, des TND. Parce que souvent enfin, dans le même lieu où moi j'avais travaillé, c'était plutôt en neuro, Logis, donc c'était plutôt avec des personnes qui avaient eu des AVCE ou des traumatismes crâniens, mais il y avait une structure spéciale TND. Mais j'étais pas sur ce poste. Mais c'est pour ça que je sais que ça existe. Donc de mémoire, c'est les PASS. Euh, Ensuite, il y a une question sur qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Est-ce qu'il vaut mieux rééduquer les enfants ou trouver des outils de compensation voilà, pour les aider au mieux? OK. Et ben, très bonne question. Moi, je dirais les 2. En fait, je commence toujours, par conseiller du coup de faire une rééducation. Parce que, en fait, vu que les automatismes ne sont pas créés, c'est, tout à fait intéressant de savoir décomposer les tâches et du coup de pouvoir recréer un petit peu ces automatismes-là. Comme pour, l'écriture, au final, on va écrire toute notre vie, donc même si on va compenser derrière pour que les apprentissages se passent bien. Je donne souvent cet exemple-là, hein, quand voilà, on a des enfants qui, du coup, ont du mal, par exemple, à écrire et suivre le rythme. Bah, au bout d'un moment, on va quand même potentiellement, surtout selon l'âge de l'enfant, s'il est au collège et que c'est compliqué de suivre, bah, on va compenser avec l'outil informatique, par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il écrira plus. Donc, je trouve ça quand même important de toujours passer par une phase de rééducation et ensuite et pour autant, de compenser si jamais, c'est, nécessaire pour pas que, l'enfant ou le jeune, galère pour autant dans les apprentissages. Pour revenir à ces adaptations sur le poste de travail, il y a une question sur
de l'enseignement professionnel, donc dans le cadre d'un enseignement professionnel, est-ce qu'on peut solliciter un ergothérapeute pour des conseils sur le poste de travail? Alors, c'est quoi vous appelez enseignement professionnel? Est-ce que c'est vous êtes, prof? Si c'est ça, j'ai déjà eu et du coup, c'est tout à fait possible d'avoir en tout cas des adaptations. Ah oui, c'est ça, pas. Oui, c'est ça, effectivement, c'est pas. Et ben, du coup, oui, c'est possible, j'ai déjà eu en tout cas, du coup des demandes à ce niveau-là et du coup, effectivement, en fait, on fait les évaluations, du coup pour des adultes et en fait, à la fin, effectivement, les préconisations qui sont faites sont en lien avec, les difficultés qui ont été retrouvées dans le bilan. Donc s'il y a une certaine, lenteur et par exemple, pareil, du mal avec les nouvelles tâches, bah, on va demander à ce que du coup, par exemple, il y ait besoin d'un temps supplémentaire pour certaines tâches, bah, il y ait, même des fiches techniques si besoin de décomposer ou de se rappeler pour checker. Enfin, il y a plein de petites adaptations qui peuvent être, du coup mises en place à ce niveau-là et on avait même demandé, une une aide humaine, si je puis dire, pour avoir du coup une aide supplémentaire, pour certaines sous-tâches, on va dire, où ça peut soulager la personne ou du coup quand il y a, du coup des troubles, associés, par exemple même quelqu'un qui revérifie, par exemple juste, l'orthographe ou des petites choses comme ça. Parce que du coup, même s'il y a des logiciels qui existent, à un moment donné, c'est voilà, tout n'est pas magique non plus. Il y a des choses qui peuvent pas forcément tout se corriger. Il y a une question, sur, le lien, enfin, avec la déficience intellectuelle. Est-ce qu'un enfant, avec un TDI léger peut avoir un TDC? Donc le lien entre les différents TND, est-ce qu'on peut avoir des TND, Alors oui, parce que quand vous reprenez je sais pas si vous voyez mon diapo, mais sinon c'est pas très grave. Quand on reprend du coup, maintenant, notre diapo où on met les différents, TND, bah, le trouble du développement intellectuel fait partie des TND. Mais c'est juste qu'il faut pas que ce soit, en fait, il faut pas que, comment dire? Que les difficultés motrices, elles soient impactées par ça. Si par exemple, c'est juste qu'il a pas compris la consigne et qu'il arrive pas à le faire et ben, ça marche pas. Il faut vraiment que le trouble moteur, il soit moteur, quoi. d'accord. Est-ce est-ce que le fait d'être gaucher, peut aggraver les troubles? Alors, aggraver, non, mais disons qu'effectivement enfin, j'allais dire, je crois que j'ai autant de gauchers que de droitiers finalement, dans ma patientèle. Disons juste que, les gauchers ont plus, on va dire, du mal, on va dire, dans l'écriture. Parce qu'en fait, quand on est gaucher, on va souvent, fléchir le poignet. Chose qu'on dit justement dans la bonne posture, on doit garder le poignet plutôt droit. Parce que si je fléchis mon poignet tout le temps en écrivant, bah, déjà d'une, je vais pas réussir à bouger mes doigts de façon dynamique et de deux, bah, au bout d'un moment, bah, en fait, je vais avoir mal au poignet. Donc c'est plutôt ça qui fait qu'effectivement, on aura peut-être plus de difficultés, à écrire en étant gaucher. Mais, ça veut pas dire qu'un droitier n'aura pas de difficulté, mais et puis il peut y avoir aussi des gauchers, qui arrivent, à se posturer bien parce que j'en ai eu plusieurs qui me disaient, hein, ils écrivent souvent au-dessus de la ligne et c'est tout à fait possible de se positionner en dessous, hein. C'est juste pas une habitude. C'est vrai que souvent ils vont se posturer, voilà, plutôt comme ça et du coup c'est, toute cette gestuelle qui est revue dans la décomposition et quand c'est vu assez précocement, ça peut s'automatiser assez, «facilement» entre guillemets, alors que quand ils sont plus vieux, effectivement, c'est dur de réajuster parce ils ont pris l'habitude pendant des années de faire, de cette façon. Mais c'est pas impossible, hein, si, si, il y en a qui se replacent et qui arrivent à refaire avec la posture, en tout cas à rebouger. Après, le positionnement des doigts, ça va être encore autre chose, mais au moins se posturer un peu mieux, c'est possible. Mais effectivement, disons que les gauchers sont plus propices de fait de leur posture. Mais après, enfin, il y a pas plus de en tout cas, moi, j'en ai autant de gauchers que de droitiers. Plus, du coup, au niveau du graphisme, finalement, qu'au niveau, Oui, 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 si, oui, et au niveau, du coup, moteur, non, pas forcément. Parce que du coup, finalement, la gestuelle, voilà, ça peut être, vu que c'est le développement en fait, du cerveau qui s'est fait différemment, gaucher ou pas spécifiquement.
Bon, là, on arrive à la fin des questions. Peut-être que Pauline, tu peux mettre le questionnaire de satisfaction. On prendra quand même les questions qui arrivent, mais n'hésitez pas à remplir le questionnaire. Voilà, Pauline vous met comme là. Donc, vous flash coder, il n'y a pas le. Oui, on le voit. Voilà, à le remplir bien de votre côté pour que l'on puisse avoir des retours, y compris si c'est en replay, à court terme. Voilà, donc on tenait vraiment à vous remercier en tout cas pour votre écoute. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions en soi, on a encore un peu de temps. Après si, il y en a pas, il y en a pas, hein, c'est pas grave, on finit plus tôt. Et puis voilà, après n'hésitez pas à voilà, à le remplir et comme ça, nous, on verra s'il y a des petites choses, à ajuster ou s'il y a des besoins supplémentaires ou non. Et sinon, n'hésitez pas à nous le dire là, hein, vu qu'on a un petit peu de temps, si jamais vous le souhaitez en tout cas. Bon, on va faire. Est-ce que on n'a pas la date pour le prochain webinaire? Alors le prochain webinaire, ça sera sur les troubles du sommeil, ça sera en novembre 2026. On n'a pas la date encore précise, donc dès qu'on l'a, on va vous communiquer. On la communiquera, mais voilà, ça sera sur les troubles du sommeil et novembre. OK. Eh ben, merci à tous pour votre attention et puis, rendez-vous au 9e webinaire qui se tiendra en novembre. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, bonne journée.